Tu veux t'informer toujours plus? Avec les contenus d'ici tout.tv, le spectre est large. Nous sommes dans une nouvelle ère. Le statu quo n'est plus possible. Et ceux de Radio-Canada Audio. Est-ce que vous ne mélangez pas des concepts? Posons la question franchement. C'est clair et complet, c'est l'info qu'il te faut. Nous sommes le mercredi 29 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à l'émission. Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien, content de vous retrouver ce matin. Vous êtes dans la grande région de Montréal, peut-être prévoir des déplacements qui risquent d'être un peu plus difficiles, un peu plus longs aujourd'hui, un peu plus glissants également. Il y a une petite neige qui tombe, donc ça pourrait peut-être perturber un peu la période de pointe de ce matin. Sachez-le, donc, si vous êtes en train de vous préparer à cette heure-ci. Sinon, bien évidemment, on va faire le tour des prévisions de la météo dans toutes les régions avec Véronique Mirand dans les prochaines minutes. On va faire le bilan de cette partie du Canadien, entre autres choses, avec Olivier Pellerin. Hier, les Jets de Winnipeg étaient en ville pour affronter les Canadiens de Montréal. Et Vincent Maisonneuve est à mes côtés. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Je commence avec vous parce qu'on va revenir dans les prochaines minutes sur cette campagne électorale qui a été officiellement lancée en Ontario hier, donc la plus grosse province du Canada en termes de population là, qui est en élection. Premier jour de campagne aujourd'hui. Doug Ford qui demande à la population un mandat fort pour qu'il puisse faire face à la menace tarifaire de Donald Trump. Mais il y a d'autres raisons qui expliquent la décision de Doug Ford de déclencher des élections anticipées à ce moment-ci. Je vous en parle un peu plus tard. L'impression qu'il devait être bien positionné dans les sondages d'opinion, entre autres choses. Donc, on y revient. Jean-Philippe Robillard sera avec nous plus tard à l'émission parce que c'est aujourd'hui que la Banque du Canada va faire une annonce concernant le taux directeur. Donc, est-ce qu'il y aura une baisse de ce taux directeur dans un contexte, évidemment, de menaces tarifaires des États-Unis? Qu'est-ce que ça veut dire? À quel point la Banque doit prendre cette information-là ou ces éléments-là en considération? Jean-Philippe va nous en parler. Il en a discuté avec des économistes et va nous présenter ça un peu plus tard. D'abord, Véronique, tiens, parlons tout de suite de la météo de ce matin qui, je le disais, risque peut-être de compliquer certains déplacements. Oui. Il y a une petite neige qui a commencé à tomber dans la grande région de Montréal. Oui, elle est belle, elle est blanche, mais elle est surtout légère, volatile et Pardon. On a de la misère un matin. D'un côté ou de l'autre de la table. Oui, les températures sont froides. Donc, quand cette petite neige-là tombe sur la chaussée, évidemment, c'est tout de suite assurément glissant. C'est le cas à Montréal, mais ça va l'être en Estrie, dans les Laurentides, la Nodière, Québec et le secteur de l'Outaouais aussi. Pour ce qui est des quantités, 5 à 10, Vallée du Saint-Laurent, Montréal, en s'en allant vers Québec. 10-15 pour la région de l'Estrie, principalement secteur montagneux. Il y en aura davantage pour les régions plus près de la frontière américaine, vers la Beauce. Les Laurentides, la Nodière, c'est un 3 à 5 cm. Même chose pour la région de Québec et l'Outaouais, une dizaine de centimètres. Mais ça a commencé déjà, là, il y en a quelques centimètres au sol, donc 5 supplémentaires en cours de journée. Vent du nord-est, pas trop fort, mais quand même présent. Alors, même si la neige va s'estomper graduellement en après-midi, c'est surtout l'heure de pointe du matin qui va écoper, mais cet après-midi, il y aura quand même un peu de vent. Comme c'est froid, comme la neige est légère, il y aura de la poudrerie, là encore, basse sur les chaussées. Température ce matin, moins 12 Montréal, mais ça varie entre moins 15 et moins 23 un peu partout. Refroidissement éolien sous la barre du moins 20, même près de celle des moins 30 à Québec, avec des vents qui sont assez vifs. On y va avec un maximum de moins 8 pour Montréal, moins 9, moins 11 pour les Laurentides et Québec, moins 2 en Estrie, c'est un petit peu plus doux de ce côté-là. Donc, la neige cesse complètement ce soir, un ciel qui va se redégager et des températures qui chuteront aux alentours de moins 17, moins 20 la nuit prochaine. Demain, il fera beau, première partie de journée, puis on en profitera du soleil parce que, franchement, les systèmes se succèdent assez rapidement. Là, il y a peu de place pour l'ensoleillement cette semaine. On verra un peu de soleil jeudi, ça va se réennuager en après-midi, fin de journée. Moins 10, moins 15, ce sera pas chaud en cours de journée et d'autres neiges à venir jeudi soir, 3 à 5 cm jusqu'à vendredi. Mi-journée à peu près. Beau samedi, d'autres neiges dimanche. Donc, c'est comme ça. En dents de scie, système qui se succède rapidement. 2 à 5 cm pour l'Abitibi aujourd'hui avec un maximum de moins 16, un petit peu plus pour le Témiscamingue. Le Saguenay, le Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord, on est sous avertissement de froid. Les refroidissements éoliens quand même sous la barre des moins 30 ce matin. Ce sera le cas encore demain matin. Ciel variable dans l'ensemble. On voit le soleil de ce côté. Moins 15, moins 17, température de mi-journée. Le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie,
La Gaspésie, ce sera sous le soleil, mais vers le Bas-Saint-Laurent, c'est de la faible neige qui devrait cesser en mi-journée, moins 12, moins 14. Territoire ontarien, ça se dégage sur la portion nord, assez nuageux pour Toronto, Windsor, Ottawa, on est sous la neige. Il y aura des flocons également pour Toronto, Windsor, le mercure est à la baisse, moins 6, on aura ça en fin d'après-midi à Toronto, moins 8 à Ottawa, et ça reste calme dans l'ouest. Très doux, 4 à 11 degrés, Edmonton et Calgary, sous le soleil, ça se dégage à Vancouver, il fera 4, moins 1 à Regina, moins 4 à Winnipeg, un petit peu plus nuageux. Très doux là, mais il fera moins 20 dimanche dans les prairies. Alors, de ce côté, on vit dans les grands contrastes. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour, Olivier. Bonjour. Alors, le Canadien avait quand même tout un mandat hier face aux Jets de Winnipeg et finalement, c'est une 3e défaite consécutive d'encaissée par le CH. Oui, hier, c'est la meilleure équipe qui a remporté le match et ça a été évident sur la patinoire, quoique le Canadien a quand même réussi à tirer son épingle du jeu, mais malheureusement, faute de but. Hier, ça s'est terminé 4-1. Les Jets qui ont remporté le match 4-1, c'est Juraj Slafkovský qui a trouvé le fond du filet. En fait, c'est le seul joueur du tricolore qui a trouvé le fond du filet. Ça a été compliqué hier de générer et surtout, peut-être même, ça a été compliqué parce que le gardien devant le filet des Jets de Winnipeg, Connor Hellebuyck, a été très bon hier. Il faut le dire, ça a été une muraille face aux Canadiens de Montréal. Et de l'autre côté, Samuel Montembeault a souvent été pris un peu à contre-pied face à des chances de marquer un peu difficiles à contrer. Quelques erreurs de concentration aussi. 3e but marqué hier alors qu'il y a une espèce de mésentente entre Lane Hudson et Kaden Goulet. On ne sait pas trop qui va prendre la rondelle. Restait 1 seconde environ à faire à la 2e période. Un but qui a été difficile à encaisser. Effectivement. Et l'ombre au tableau hier, c'est Kaden Goulet qui a quitté le match en 3e période. Le patin s'est pris dans la patinoire, a chuté de manière un peu bizarre. Après, s'est tenu la jambe droite, avait de la difficulté à mettre du poids sur sa jambe droite. Le Canadien qui a confirmé après le match que Kaden Goulet a subi une blessure au bas du corps, qu'il allait avoir de plus amples évaluations aujourd'hui. Il y a entraînement d'ailleurs cet avant-midi au complexe sportif CN à Brossard. On risque d'avoir peut-être l'état de santé de Kaden Goulet, mais ça regardait mal lorsqu'on l'a vu quitter la patinoire hier. Donc, on peut écouter déjà son partenaire de jeu, Alexandre Carrier, pour qui, malheureusement, c'est une lourde perte. On sait que lui, il a apporté beaucoup à Kaden Goulet, mais Kaden Goulet est le 3e défenseur le plus utilisé. Donc, ce serait une grosse perte. Donc, Alexandre Carrier qui nous donne une petite évaluation du match d'hier. Oui, honnêtement, je pense pas qu'on est si loin que ça. En première période, on est sorti fort. Ils ont eu un push pour égaliser après la première. Juste en 2e, on a perdu un peu de momentum. Mais c'est plus difficile pour moi de te dire en ce moment la game est comment, il faudrait que je la réécoute, tout ça, mais je pense qu'on n'est pas si loin. Et pour Martin Saint-Louis, oui, c'est une défaite, mais c'est un match qui est tout de même rassurant sur le plan défensif. On l'écoute. On n'a pas été opportuniste sur nos chances. J'ai aimé notre match. Ça s'est résumé à ça. C'est concis. Voilà. J'ai aimé notre c'est bref. Mais sinon, hier, lorsqu'on regardait les autres matchs dans l'Est, plusieurs équipes en course avec le Canadien ont joué et toutes ces équipes ont toutes perdu hier. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Le Canadien ne perd pas trop de terrain. Ouais. Quoique ça aurait été bien d'aller prendre des points et peut-être justement profiter des défaites des autres équipes. Donc le Canadien qui est toujours pris à 53 points, à 2 points d'une place en séries éliminatoires. Dans notre football, les Alouettes de Montréal qui, disons, optent pour la constance derrière le banc pour la prochaine saison. Parce qu'il y a eu un peu de mouvement de personnel, entre autres au poste de corps arrière. Oui. On en a parlé beaucoup au cours des dernières semaines. Effectivement, on a maintenu le même personnel autour de Jason Moss, avec entre autres Byron Archambault, Anthony Calvillo et Noel Thorpe qui font leur retour. Il y a un petit ajout, Brian Wiley, qui devient assistant en défensive. Donc, un petit ajout, mais on y va avec la stabilité, justement, pour permettre à l'équipe de pouvoir connaître encore du succès cette saison et peut-être retrouver, justement, les séries éliminatoires et peut-être un match aussi de la Coupe Grey. Donc, une décision qui a rassuré le directeur général de l'équipe, Danny Machocha, à l'aube de la prochaine saison. Merci, Olivier. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Alors oui, c'est parti, jour 1 de cette campagne électorale en Ontario, des élections provinciales qui auront lieu le 27 février prochain. Donc, courte campagne de 29 jours. Hier, le premier ministre Doug Ford s'est rendu à la résidence du lieutenant-gouverneur et donc a déclenché cette élection. Et il est à la recherche quand même d'un 3e mandat majoritaire, Vincent. Ce sera une première depuis les années 50, c'est pas rien. Il a dit, et c'est la ligne de Doug Ford depuis déjà quelques jours, qu'il a besoin d'un mandat fort s'il veut faire face et négocier avec les Américains. Les menaces de
tarifaire de M. Trump. Oui, selon lui, c'est à la population ontarienne de déterminer la marche à suivre pour protéger l'économie de la province. Doug Ford qui a déjà affirmé que l'imposition de tarifs pourrait coûter près d'1 demi-million d'emplois à l'économie ontarienne. Donc, le premier ministre sortant insiste sur le fait qu'on entre dans une période économique, d'incertitude économique hors de l'ordinaire, ce qui va nécessiter une réponse extraordinaire. Folks, I can't stress enough how devastating these tariffs will be on Ontario families, on Ontario workers. Donc, vous l'entendez, Doug Ford qui répète à quel point les tarifs pourraient avoir un effet dévastateur sur l'emploi, sur les travailleurs. Et le chef conservateur s'engage à tout faire pour protéger la population et son économie. Donc ça, on a entendu et on va certainement entendre Doug Ford le répéter pendant les jours de la campagne électorale, donc jusqu'au vote du 27 février. Mais il y a aussi des éléments peut-être plus stratégiques et c'est assez naturel en politique, donc des éléments stratégiques pour expliquer cette décision-là. Simplement sur le plan financier, les partis qui forment actuellement l'opposition sont loin d'être totalement prêts. Le Parti conservateur de Doug Ford est la formation politique qui a le plus de moyens. On a un collègue à la CBC, Mike Crawley, qui couvre la politique ontarienne depuis 15 ans. Ce qu'il nous dit, c'est que dans les 2 dernières années, les campagnes de financement des conservateurs ont de loin surpassé celles des autres partis. Doug Ford a déjà plus de candidats que les autres. Les libéraux, le NPD, vont devoir se dépêcher à trouver des candidats d'ici le 13 février. Et bref, les conservateurs sont vraiment mieux outillés en ce moment précis pour mener une campagne électorale victorieuse. Oui, puis on a vu Doug Ford être comme capitaine Canada là, dans les dernières semaines, qu'on pense à sa casquette « Le Canada n'est pas à vendre ». Donc, on l'a beaucoup vu, entendu aussi du côté américain et tout ça dans le contexte de la démission de Justin Trudeau, Justin Trudeau qui est certainement pour quelque chose. Ouais, c'est une décision qui crée une sorte de flottement en matière de leadership, pour ne pas dire un vide que Doug Ford a déjà commencé à utiliser, vous l'avez dit. On l'a vu sur des plateaux de télévision américains. Doug Ford ne défend pas seulement les Ontariens quand il va là, il défend l'ensemble du Canada, ce qui lui donne une certaine prestance par rapport à ses adversaires auprès de l'électorat ontarien. Un autre élément qui n'est pas qui est important à souligner, l'élection ontarienne, ça vient en même temps que la course à la direction du Parti libéral du Canada. Donc, les organisateurs libéraux d'expérience sont occupés. Mike Crawley souligne que l'organisateur qui devait s'occuper de la campagne électorale en Ontario, il ne pourra pas le faire parce que c'est lui qui préside la course au leadership de Chrystia Freeland. Donc, vous voyez, les gens de talent, les organisateurs sont déjà occupés. Autre élément intéressant, dans les 65 dernières années, c'est arrivé une seule fois qu'on a eu le même parti à Ottawa qu'à Queen's Park. C'était les libéraux de Dalton McGuinty à Queen's Park en 2003 qui étaient en même temps que Jean Chrétien. Donc, on sait que Pierre Poilievre et les conservateurs sont en avance dans les sondages. Probablement que Doug Ford veut reprendre le pouvoir avant qu'il y ait des élections fédérales pour être le premier déjà en place. Oui, et en tout cas, on peut souhaiter aux gens de l'Ontario d'aimer la politique parce qu'on en va beaucoup à se mettre sur le dent avec la campagne électorale maintenant et probablement une à venir au fédéral aussi, pas trop tard au printemps. Probablement au mois de mai, en effet. C'est ça. Merci beaucoup, Vincent. Je vous en prie. Bonne journée. On retrouve Gabriel Lemarquand-Perrault dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Alors, l'autre élément qui a marqué la journée d'hier, c'est évidemment ce rapport final de la juge Marie-Josée Hogg, qui était à la tête de cette commission sur l'ingérence étrangère. Et ce qu'elle conclut, entre autres choses, et ça a beaucoup retenu l'attention, c'est qu'il n'y a pas de traître au Parlement. Non. C'est repris dans les quotidiens ce matin. Il n'y a pas eu de trahison, titre le Globe and Mail ce matin avec une photo de la juge Hogg. La juge Hogg rejette les allégations de collusion avec des puissances étrangères. Le rapport final énumère 51 recommandations contre l'ingérence étrangère, donc quelques points d'information ce matin à la une du Globe and Mail. Je rappelle que le Globe, c'est le quotidien qui a rapporté en février 2023 que la Chine avait utilisé lors du scrutin de 2021 des stratégies sophistiquées pour assurer l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire. Donc, finalement, la menace n'est pas celle que l'on croyait. C'est le titre de la chronique de l'analyse ce matin plutôt de Fanny Olivier sur notre site internet radiocanada.ca qui revient un peu
sur ce qui a suivi ces révélations, ce qu'ont suivi ces révélations du Globe and Mail. Semaine après semaine, l'ingérence étrangère a accaparé les échanges à la période de questions au Parlement. Elle a fait la une des journaux à répétition. Elle monopolisait aussi les points de presse. Et finalement, bien, en alertant exagérément le public, on a joué le jeu des États hostiles au Canada, écrit Fanny Olivier. Et puis, dans l'éditorial ce matin, dans Le Devoir, l'éditorial de Marie Vasselle, elle parle justement de cette liste de recommandations, 51 recommandations de la commissaire qui pourraient bien rester en partie lettre morte parce que plusieurs modifications législatives nécessiteraient l'étude et l'approbation du Parlement qui, je vous rappelle, est prorogée jusqu'à la fin mars. Révélation ce matin en une du Journal de Montréal au sujet des dépenses de hauts dirigeants de la FTQ Construction. Le bureau d'enquête de Québecor qui a découvert que l'argent des travailleurs a servi à acheter d'importantes quantités d'alcool et de repas luxueux au restaurant. On donne l'exemple d'un scotch à 55 $ le verre, tourné d'alcool fort, des centaines de dollars aussi en bouteilles de vin. Un autre exemple, un souper au restaurant des Laurentides le 19 janvier 2024, 1 707 $ uniquement en boisson et une inscription à l'arrière de la facture, réunion d'équipe pour 23 personnes. Alors, le bureau d'enquête du journal qui a consulté certaines factures récentes des dirigeants de la FTQ Construction qui ont été remboursées par les travailleurs. Et un professeur de l'UQAM spécialisé en gouvernance et en éthique dit dans l'article du journal que de telles dépenses démontrent que la FTQ n'a rien appris parce que la FTQ Construction a fait l'objet de controverses semblables par le passé. À lire, donc, ça, c'est dans le Journal de Montréal. Dans l'armée canadienne, il y a des femmes qui dénoncent ne pas avoir d'équipement adapté à leur morphologie. Et ça, c'est sur le site des Coops de l'Information que vous pouvez lire ça ce matin. C'est un texte de Lise Denis, qui est correspondante parlementaire à Ottawa pour le quotidien Le Droit, qui nous mentionne ce matin que les femmes n'ont pas encore d'équipement parfaitement adapté à leur morphologie, à tel point que certaines procèdent à des réductions mammaires pour mieux le supporter. D'autres décident parfois de ne pas porter certaines pièces de leur équipement aux dépens de leur sécurité. Alors, c'est un dossier fort intéressant à lire ce matin. C'est à la une des quotidiens des Coops de l'Information. Et Mark Carney est le favori des supporters libéraux, selon un nouveau sondage. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada récolte 57 % d'appui. C'est une avance quand même de 40 points de pourcentage sur l'ancienne ministre des Finances, Chrystia Freeland, qui arrive à 17 % parmi les électeurs libéraux. Karina Gould est troisième avec 4 % des intentions de vote chez les électeurs libéraux. D'autres textes à lire ce matin, la chronique de Yasmine Abdel-Fadel dans les pages du Journal de Montréal, qui elle dit que l'appui de Dominique Leblanc ferait basculer le leadership libéral. Dominique Leblanc qui n'a pas encore pris position sur la place publique concernant cette course à la direction du Parti libéral du Canada. Et puis la chronique aussi, une chronique dans les pages numériques de la presse sur une vaguelette rouge, donc à lire aussi. Sondage qui a été réalisé en ligne entre vendredi et dimanche auprès d'un échantillon de 1527 Canadiens. Sondage qui est disponible à la une du National Post ce matin. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. Jean-Philippe Robillard, à cette heure-ci, se joint à nous. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour, Mathieu. On va se parler de la Banque du Canada qui, dans quelques heures, va possiblement peut-être annoncer une nouvelle baisse de son taux directeur. Ce serait, si c'est le cas, la 6e depuis le mois de juin. En ce moment, le taux directeur à la Banque du Canada est à 3,25 %. Et dans le contexte actuel, évidemment, c'est sûr que on va suivre ça de près parce qu'il y a toujours cette menace tarifaire des États-Unis. Mais en ce moment, il y aurait un consensus là, chez les économistes. Le taux directeur va diminuer. Oui, la plupart des experts, Mathieu, prévoient que la Banque du Canada va réduire donc à nouveau son taux directeur ce matin, mais avec une baisse, Mathieu, moins prononcée que lors des deux dernières décisions, vous en souvenez, où les taux ont été réduits d'un demi-point. Alors cette fois, les économistes s'attendent à ce que la Banque le baisse d'un quart de point pour l'établir à 3 % parce que l'inflation, est tombée, on le sait, en décembre sous la barre des 2 %, ce que voulait la Banque quand elle a commencé à baisser ses taux l'année passée au mois de juin. J'en ai parlé hier avec Benoît Durocher, qui est économiste principal chez Desjardins.
On a vu l'inflation, notamment pour le mois de décembre, là, à 1,8 seulement pour l'ensemble du Canada, donc très près de la cible médiane, dans le fond de la Banque du Canada, qui est 2 Donc, on peut vraiment dire que de ce côté-là, là, c'est vraiment réussi. Donc, l'inflation est vraiment maîtrisée. Donc, on n'a plus besoin d'avoir une politique monétaire aussi restrictive. Mais en ce moment, là, donc, les taux étaient à 3,25. C'est encore un petit peu trop élevé. Donc, on doit encore les réduire, d'où la baisse là, probable de ce matin là, pour le ramener à 3 qui est un niveau là, qui se rapproche un peu plus d'un taux d'intérêt neutre. Donc, on n'appuie pas sur le gaz, mais on n'appuie pas sur le frein non plus. C'est vraiment la zone là, qu'on essaie d'atteindre là, du côté des taux d'intérêt pour la Banque du Canada. On verra si ces cibles-là pourront être maintenues bien longtemps dans le contexte économique que l'on connaît, mais chose certaine, s'il y a une baisse à court terme, là, il y aura un peu de répit pour bien les Canadiens. Oui, en particulier, Mathieu, pour ceux et celles qui ont, par exemple, des prêts hypothécaires à taux variable, pour ceux et celles aussi qui sont sur le point de renégocier leurs prêts hypothécaires ou encore de contracter une nouvelle hypothèque. Alors, pour ces gens-là, ben, ça va évidemment, ça va paraître. Ça va donner aussi un coup de pouce là, aux personnes qui ont des montants sur leur marge de crédit. Et bon, maintenant, je le disais, il y a ce contexte actuel qui doit être pris en considération, ces menaces tarifaires du président Trump. Hier, on entendait la porte-parole de la Maison-Blanche, la nouvelle porte-parole à la Maison-Blanche, dire que la date du 1er février, là, ça c'est samedi, c'est toujours ça qui est visé. Oui, et ça semblait assez clair quand on l'entendait, quand on l'écoutait. Oui, parce que la plupart des économistes, Mathieu, croient qu'une guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, ben, ça va avoir, bien sûr, évidemment, un impact sur l'économie canadienne et ça pourrait, selon plusieurs économistes, éventuellement amener l'économie canadienne en récession. Mais l'économiste et sénateur Clément Gignac, lui, ne croit pas que la Banque du Canada, dans sa décision d'aujourd'hui, va tenir compte des menaces du président américain d'imposer des tarifs de 25 sur les produits canadiens importés aux États-Unis. Et il nous indique pourquoi. On l'écoute. Seulement la Banque du Canada, que ce soit une menace comme celle-là ou que ce soit à l'imminence du dépôt d'un budget, ne peut pas spéculer sur ce qu'il va y avoir dans ce que M. Trump va décider ou ce qu'un budget fédéral peut contenir. Elle se base sur des faits. Donc, elle va se baser sur les chiffres économiques. Oui, on a eu des bons chiffres d'emploi, mais en contrepartie, l'inflation est maintenant en bas de 2 Par contre, ce qu'elle va tenir compte, c'est les intentions d'investissement. Or, ces menaces-là, déjà, affectent les intentions d'investissement. Donc, dans un sens, on en prend en compte, mais elle ne peut pas faire des hypothèses à ce stade-ci que ça va être forcément 25 de tarif qui va s'appliquer samedi prochain et agir en conséquence. Elle va attendre que M. Trump se décide et elle va se baser sur des faits. Oui, c'est intéressant. Alors, oui, effectivement. Alors, c'est ce matin, Mathieu, donc, qu'on sera fixé, là, qu'on connaîtra donc la décision de la Banque du Canada en ce qui a trait à son taux directeur. Là. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. On va surveiller, entre autres, aujourd'hui, bien sûr, cette décision de la Banque du Canada. Donc, une nouvelle baisse possible du taux directeur. Également, donc, dans l'actualité, il y aura une rencontre avec les premiers ministres des provinces et des territoires au pays au sujet, bien sûr, de cette menace tarifaire des États-Unis. Droit, donc, de douane de 25 qui pourrait être imposé. Et je le disais, comme avec Jean-Philippe, dès samedi, selon la porte-parole de la Maison-Blanche. C'est ce qu'elle a dit hier en conférence de presse. Et on va souligner également les 8 ans de l'attentat à la mosquée de Québec. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Je vous retrouve un peu plus tard dans les radios-journaux. Bonne journée.